invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Aymeric Didet est avec nous en plateau, le directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Igor Demac de nous accompagner également. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Directeur associé chez Vital Épargne, et Alexandre Baradez qui est avec nous également autour de la table. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes chef analyste chez IG. Quelques commentaires peut-être sur ce que j'appelle la normalisation des marchés post-stress bancaire du mois de mars. Les indices actions remontent avec une volatilité qui ne cesse de baisser depuis un mois maintenant. À l'inverse, le marché obligataire corrige un petit peu après le rallye défensif du mois de mars. On voit les rendements longs et courts d'ailleurs qui remontent un petit peu dans une ambiance qui reste extrêmement volatile sur le marché obligataire. Igor, comment vous comprenez ces régimes de volatilité, alors très différents d'un marché à l'autre? Que nous dit l'instabilité persistante quand même des marchés obligataires, alors que tout le monde imagine quand même que la pause de la Fed est beaucoup plus proche aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques semaines ou quelques mois. Et en opposition, cette volatilité des marchés actions qui donne l'impression d'un régime de croisière assez calme. Il y a une classe d'actifs qui finalement n'a pas tant souffert que ça de l'inflation et de la montée des taux d'intérêt. Ce sont les actions, puisqu'on l'a vu dans les marges, les entreprises ont été capables de transmettre aux clients l'inflation. Et puis il y a une classe d'actifs qui a été prise de plein fouet sur les deux mouvements. C'est normal, c'est les deux mouvements les plus forts, donc l'inflation sur le niveau des taux réels et puis la hausse des taux de base ou de référence des banques centrales. Après, je pense qu'il y a un élément fort qui est, du point de vue des actions, la résilience de la macroéconomie, qui pour l'instant chapeaute aussi une saison bénéficiaire de résultats qui n'a pas l'air de trop mal s'annoncer, mais il faut que ça soit confirmé. Et puis, de l'autre côté, je dirais, en termes purement tactiques, et le risque sur la macro, c'est ce qui se passe sur les banques. Et là, je suis moins confiant, entre guillemets, sur l'impact qui n'est pas fatal, comme on l'a vu, puisqu'il y a eu évidemment une intervention complètement disproportionnée par rapport à des banques qui n'étaient pas censées être systémiques. Mais en fait, tous les crédits se sont taris. C'est-à-dire, depuis 10 ans, on n'avait pas vu ça en zone euro, ça a ralenti. Ça a quand même un effet récessif. Donc, il y a un marché obligataire qui dit il va y avoir une récession, un marché action qui dit pour l'instant, on n'en a pas les signaux, et donc c'est ce combat. Et puis, il faut quand même reconnaître que le fait que l'argent, le capital soit rémunéré est plus favorable, il me semble, à des actifs risqués aujourd'hui. Ce qui est paradoxal, parce qu'on avait toujours dit les taux vont monter et les marchés actions vont baisser. Et depuis, depuis que les taux ont recommencé à monter, les marchés montent. Mais, évidemment, oui, je suis entièrement d'accord. Mais je suis surpris parce que j'entends beaucoup d'investisseurs qui ne jurent plus que par le fixed income, l'obligataire, le crédit. C'est là où les opportunités sont les plus évidentes, les plus criantes. Oui. Ça reste quand même des marchés très volatiles aujourd'hui et qui et attention, le marché performe moins bien que les marchés actions. L'obligataire est très lié au sentiment sur le secteur financier aussi. Tout ça, c'est des courroies de transmission. Bien sûr. Beaucoup plus. Quand vous parlez du crédit ou du marché obligataire, LVMH, Sanofi, ce sont des choses qui sont un petit peu en dehors. Alors, je ne dis pas que les banques sont mal financées et n'ont pas le coussin nécessaire de fonds propres, mais ça fait partie de la même sphère. Ça fait partie du souverain, ça fait partie de tout ce qui est systémique. Donc, c'est vrai que les gens ont un peu moins envie d'y aller. Je suis désolé, mais l'inflation, c'est pas très facile à lire. La désinflation est enclenchée, mais c'est le premier mouvement, et ça met beaucoup plus de temps à baisser l'inflation qu'à monter. On l'a bien vu historiquement. Donc ça, il faut que ça soit confirmé. Ça va peut-être l'être d'ici 3-6 mois. Ce qui est plutôt favorable, c'est que voilà, on sait qu'on a fait la majeure partie du chemin de la hausse des taux. Est-ce qu'on en a fait 80, 90%? C'est un peu la question. C'est pour ça que les marchés obligataires sont très sensibles. Mais je pense qu'il y a aussi une peur du risque de défaut systémique qu'on n'aurait pas vu. Parce que quand même, SVB, personne ne l'avait vu. Non. Et l'histoire n'est pas finie. Britanniques en septembre, c'est aussi apparu comme en 15 jours, le monde a tremblé. Donc, ça veut dire que le système, et je souscris tout à fait à cette analyse, c'est que dès lors qu'on touche 10-15 sur la vol action, c'est quand même des niveaux de quantitative easing gigantesques. D'accord. Quel qualificatif on met là-dessus? Complaisance à 15 sur la vol? On n'y est pas. On n'y est pas. Mais... Ce qui me rassure aussi, c'est que c'est une hausse des marchés d'actions qui se fait sans volume. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas investis. Donc, c'est bien et pas bien. Parce que des petits volumes, ça veut dire que ce n'est pas des vrais mouvements. Donc, il faut qu'il y ait
une part d'investisseurs plus importants qui s'y mènent. Bon, on est un peu dans un point de bascule et les entreprises pour l'instant et les consommateurs partout dans le monde, notamment en Chine, mais on y reviendra, sont quand même des facteurs de soutien du momentum économique. Sur les résultats, Igor, qu'est-ce qui vous a intéressé jusqu'à présent ? C'est très préliminaire, on n'a pas quand même un grand éventail de résultats, mais pour l'instant les secteurs qui marchaient au premier trimestre continuent de bien marcher. En gros, c'est ça. C'est vrai que les données très avancées de production industrielle, il faudra probablement attendre encore un trimestre. On parle des semi-conducteurs, mais il faut que les autres publient, parce qu'ils ont aussi chacun leur zone de prédilection, que ce soit l'automobile ou autre. Bon, on voit quand même qu'il y a des mouvements aussi, on voit chez Tesla, Renault, les véhicules électriques, on commence à avoir des phénomènes désinflationnistes quand même sur des produits. Donc ça veut quand même dire qu'à un moment ou à un autre, la demande va prendre un petit peu le pouvoir aussi. Donc si on veut, là on a cru par les prix beaucoup sur pas mal d'industries. Il va falloir aller récupérer du volume, mais c'est le jeu. Donc simplement, il ne faut pas se retrouver avec perte de volume, perte de prix. Mais le discours de Musk est intéressant. Il a baissé plus de 6 fois, je crois, ses prix depuis le début de l'année. Il dit, mais c'est pas une guerre des prix. Juste, je rééquilibre, je remets à l'échelle le prix pour que mes produits restent accessibles par la demande que je vise. Surtout qu'il y a un message qui est quasi planétaire sur ces produits, donc il y a autre chose derrière. Il y a une mission. Probablement. Pour évangéliser en fait la planète aux véhicules électriques, il faut probablement passer par là aussi. Donc, je crois qu'on va avoir une saison de résultats qui sera assez riche d'enseignements. Sur les grosses industries, ça va être intéressant parce qu'il y a quand même de la demande, mais en tout cas en France, on voit que le consommateur, France est tout petit, mais quand même, c'est pour nous un marché important pour nos épargnants parce qu'ils regardent beaucoup ça. Je ne crois pas que l'ambiance de consommation soit très très bonne quand même. Alors après, le luxe, la Chine, tout ça, c'est très bien pour les très grandes entreprises, pour les petites et moyennes. C'est un peu moins bon, je pense, pour les entreprises françaises. Est-ce que l'offre est suffisamment normalisée pour permettre un ajustement des prix face à une demande qui serait moins dynamique ? Parce qu'on regarde beaucoup la demande, mais moi j'ai du mal à évaluer la normalisation de l'offre. Ça s'est normalisé, je crois, les chaînes logistiques, mais pas en totalité. Parce que vous voyez, le gaz, ça a beaucoup baissé, puis le pétrole a beaucoup monté après la décision de l'OPEP de réduire. Donc tout ça, c'est des facteurs qui, quand même, viennent jouer comme des chocs ou des contre-chocs sur la chaîne logistique. Sur le prix, et puis les conflits, ça et là, il y en a un au Soudan, alors ça ne concerne pas grand-chose, mais on ne sait jamais, le détroit d'Ormuz, etc. Ça peut créer, je pense que depuis le Covid, qui était une répétition générale du brusquement de la chaîne logistique, on doit s'habituer à une chaîne logistique qui est en permanence, en mutation et en... Plus frictionnelle, quoi. Il me semble. Et on le voit bien à Taïwan, détroit de Formose. Si vous avez des commentaires sur ces considérations, Fed, BCE, euro-dollar. Puis je voulais qu'on puisse parler du Japon avec vous, puisque c'est un sujet qui vous intéresse. Oui, alors, sur les banques centrales, moi, j'aime pas trop parler à leur place, parce que c'est quand même un sujet assez complexe. Elles parlent suffisamment tous les jours. Mais on est arrivé à un point où il va y avoir des ajustements. S'il n'y a pas de grands mouvements de bascule, on est presque au bout du chemin. Donc c'est plutôt effectivement rassurant qu'on n'ait pas cette épée de Damoclès monétaire toujours au-dessus de la tête. Parce que pour un investisseur, quand l'environnement monétaire est trop bougeant et que l'accélération qui était très très forte perdure, là ça va recréer de la volatilité. Après, sur les zones macroéconomiques, il y a une zone qui contrebalance les autres, c'est la Chine, l'Asie, qui va passer d'un rythme de 2 à 4, 4,5, alors que tout le monde occidental va plutôt ralentir. Donc c'est pour ça que ça fait que mondialement, le FMI a révisé un pouillème, encore une fois, sa prévision de croissance, mais en 2024, on va être à 3 quand même, donc c'est pas complètement nul. Et puis je trouve que l'Asie, le Japon est un pays qui est complètement sous-détenu dans les allocations. Alors tout le monde s'est brûlé les ailes, je pense, une fois dans sa vie sur les obligues ou les actions japonaises, ou les deux. C'est ce qui fait qu'on est un vétéran des marchés, généralement, c'est ça ? Moi, j'ai pas connu l'âge d'or du marché japonais. J'ai connu que la désespérance japonaise. La désespérance qui correspond au vieillissement démographique et à la déflation permanente. Donc, il ne faut pas oublier que c'est la troisième économie du monde. Elle est accrochée à la Chine, elle est accrochée à l'Asie, c'est exportateur. Leader technologique. Enfin, je veux dire, c'est plus Walkman Sony, mais il y a encore quand même de la technologie innovante au Japon. La gouvernance a été améliorée. Il y a sûrement des pistes d'amélioration supplémentaires, mais les entreprises ont des gros bilans, elles sont bien financées, il n'y a pas un marché immobilier comme il y a eu une époque ou comme la Chine. Donc c'est vrai que ça reste un marché, alors on ne peut pas en mettre beaucoup, mais
Si on veut pas mettre trop de Chine, même si je trouve que la Chine a retrouvé un peu de couleur, après on met de côté le risque géopolitique. Le risque géopolitique existe, mais si on veut pas faire de l'Asie trop Chine, on fait du Japon en complément à côté pour pouvoir justement profiter de ce mouvement macroéconomique sur des PE qui se traitent à 15, qui sont quand même tout à fait corrects. Et aussi cette dynamique de flux, une sous-détention massive des actions japonaises dans tous les portefeuilles et des allocations. Donc ça, en général, on sait que c'est des points de bascule. Il y a eu des gros calls faits par des Elliott ou autres, Berkshire, Hathaway, Warren Buffett, qui empilent les calls sur le Japon en ce moment. Du point de vue des entreprises, est-ce qu'il y a des choses qui bougent ? Moi, on me raconte que la gouvernance d'entreprise devient un sujet prioritaire. Et quand je dis la gouvernance d'entreprise, c'est par rapport aux shareholders. Il y a l'ensemble des stakeholders, mais les actionnaires aussi ont souvent eu l'impression d'être moins bien traités au Japon qu'ailleurs ou dans d'autres zones. Le Tokyo Stock Exchange, l'opérateur du marché boursier japonais, se met en branle pour bouger un peu ces entreprises qui ont des décotes structurelles parce que la gouvernance n'est pas à la hauteur, parce que l'allocation du cash n'est pas assez pertinente ou efficace. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que les phénomènes de globalisation du capitalisme ont diffusé partout des principes qui sont à peu près les mêmes, pour, entre guillemets, faire monter la valeur des actifs. Et puis la deuxième chose, c'est que le Japon, ça a été un laboratoire, mais Émeric le disait, mais le vieillissement démographique leur impose d'agir quand même pour ne pas finir avec une population qui est dans l'attrition, et donc il y a toujours des difficultés pour faire venir de la main-d'œuvre étrangère, mais pour faire venir des gens, même pour travailler en tant qu'expatriés, il faut une gouvernance qui leur convienne. Tout ça fait que, au pied du mur, ils vont quand même être obligés d'adopter certaines pratiques. Marché développé en Asie, dans une zone économique quand même plutôt dynamique. Bon, après, il y a trois chapeaux quand même, qui sont d'abord les tremblements de terre. Oui. Qui, régulièrement viennent perturber effectivement l'économie. Il y a quand même l'histoire Taïwan où le Japon et la Chine ne sont pas non plus des grands camarades quand il s'agit de géostratégie. Et puis, il y a une situation politique interne qui est pas très compréhensible et lisible et parfois violente, et qui n'a pas dérangé ces dernières années, mais qui quand même... coup sur coup, on a quand même, il y a un an, l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, et il y a quelques jours à peine, un attentat à l'explosif contre le nouveau Premier ministre lors d'une réunion électorale. Ça pose quand même le niveau de violence qu'on peut trouver dans ce pays. C'est en fait toujours un système politique qui a été assez violent et assez... à l'époque, pas corrompu, mais beaucoup d'histoires avec les conglomérats, etc. Donc, mais ça n'empêche, les aspects positifs l'emportent, me semble-t-il, aujourd'hui, clairement. Igor, l'équilibre, là... Ça redonne de l'intérêt aux actifs financiers liquides, cotés sur des marchés réglementés. À l'inverse, on avait vu le rapport de la BCE récent sur les fonds immobiliers. Je pense que la partie qu'il faut non pas éviter, mais minorer dans les allocations, c'est tout ce qui est... non coté, actifs privés, private equity qui serait trop leveragé, c'est-à-dire avec trop de dettes. Et là, on sent que... Pourtant, il y a déjà des de-ratings massifs sur des portefeuilles d'actifs privés. Oui, mais sur l'immobilier, ça n'a fait que commencer aussi, en tout cas en Europe. Aux États-Unis, le chemin est un peu plus avancé. Donc, je pense toujours des actions. Partout dans le monde, il y a des zones de valeur. C'est la première fois. Et partout dans le monde, il y a des taux d'intérêt qui sont plus avantageux qu'avant. Le dernier pays étant le Japon, mais c'est tellement bas. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Malheureusement ou heureusement, quand il y a des conflits, de la volatilité, c'est plutôt la volatilité est l'ami du gérant, l'ennemi du client, enfin l'ennemi entre guillemets apparent du client, mais ça donne quand même des opportunités d'investissement. Et donc je pense qu'il faut quand même rester sur les actions. Ça serait bien d'avoir une petite baisse, c'est vrai. Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Alexandre Baradez, IG, Igor Demac, Vital Épargne, et Émeric Didet, Pergame, qui était avec nous en plateau.